L'Université populaire de l'IRELP a décidé, pour sa première séance de l'année 2016, d'avoir une présentation, je dis bien une présentation, de la Révolution française. Qu'est-ce que la Révolution française ? Déjà, je vais indiquer, pas uniquement à cause des limites du temps, les limites de cette présentation. Nous allons refuser, dirais-je, toute discussion de type chronologique qui serait particulièrement fastidieuse, parce que si nous commençons aux origines de la Révolution et par une sorte de calendrier perpétuel, nous aboutissons à toutes les conséquences, y compris présentes, de la Révolution, les quelques minutes que nous avons décidé de consacrer au sujet ne suffiraient pas. C'est une question de méthode que je revendique pour la discussion présente. Non pas que la chronologie soit contraire à l'histoire. Sans chronologie, il n'y a pas d'histoire. Comme disait le grand historien Marc Bloch, l'histoire c'est la science des hommes dans le temps. Et donc si on n'a pas la mesure du temps, il ne peut pas y avoir d'histoire et il ne peut pas y avoir de compréhension de la Révolution française. Mais la chronologie, schématiquement, tout le monde la connaît, même si nous reviendrons sur tel ou tel élément plus précis. Ce que nous allons essayer de dégager, c'est l'essence de la Révolution française. C'est le mystère de la Révolution française. Pourquoi a-t-elle lieu? Pourquoi est-elle, l'expression de Michelet, mais elle est encore valable un siècle et demi après, est-elle toujours un objet brûlant? Elle est un objet brûlant, la Révolution française, et je voudrais en donner un exemple à travers un élément d'actualité tout récent. Vous le savez peut-être, en 1937, sous l'égide du ministre de l'Éducation de l'époque, Jean Zay, un des rares ministres de l'Éducation qui mérite d'être honoré, d'ailleurs il va être panthéonisé dans le courant de l'année, donc sous l'égide de ce ministre, Jean Zay, libre penseur par ailleurs, est constitué l'Institut d'histoire de la Révolution française, qui va être de 1937 jusqu'à ces derniers jours, je dis bien ces derniers jours, le fleuron de l'université française, où vont travailler non seulement ces grands historiens qui ont été Georges Lefebvre, Albert Soboul, Michel Vauvel et beaucoup d'autres, la liste est très longue, je ne parle que des plus connus, mais des chercheurs, des historiens venus du monde entier. Je dis bien du monde entier, de Russie, d'Amérique latine, des États-Unis, du Japon. C'était le centre, c'était le fleuron, c'était quelque part le phare qui éclairait la nuit. Pourquoi je parle de l'Institut d'histoire de la Révolution française, dirigé actuellement par mon collègue et ami Pierre Cernat, c'est que depuis le 1er janvier 2016, l'Institut d'histoire de la Révolution française n'a plus d'existence légale. Il a été rattaché au CNRS, et vous connaissez comme moi le CNRS, on sait quand et comment on y entre, on ne sait pas comment et dans quel état on en sort. Il va se perdre, cet institut glorieux, j'insiste bien sur le terme glorieux, il va se perdre dans les méandres administratifs. C'est ce qui nous a amené, comme IRELP, Institut de recherche et d'études de la libre pensée, à témoigner non seulement notre solidarité envers cet autre institut beaucoup plus glorieux que le nôtre, mais aussi notre solidarité pleine et entière, parce que faire disparaître d'un revers de main l'Institut d'histoire de la Révolution française, l'année même, comme je vous l'ai dit, Jean Zay va rentrer au Panthéon, est quelque chose de particulièrement inquiétant, comme s'il fallait à tout prix occulter les origines de la République, les choses de la République, l'essence, la nature de la République, pourtant un sujet qui mérite quelques discussions. Il n'est pas inintéressant de rappeler que ce n'est pas la première fois, dans la période récente, qu'un institut ou qu'une œuvre
donc une institution créée à propos de la Révolution française, va être balayée par un gouvernement. Je fais référence à ce qui s'est passé en 2003, où la commission fondée par Jean Jaurès, et d'ailleurs cette commission a pris le nom de commission Jaurès, qui était chargée de collecter tous les documents sur l'histoire de la Révolution française, cette commission a été dissoute par un gouvernement qui lui aussi, comme gouvernement, se réclamait de l'héritage de Jean Jaurès et de Jean Zay. Il y aurait beaucoup à réfléchir. Je voudrais simplement rappeler ce que disait le grand historien Maurice Agulon sur cette question-là. Nous sommes dans une période où le révisionnisme anti-jacobin a pénétré tous les milieux politiques, y compris les milieux politiques de gauche, est non pas à la mode, mais dans l'ambiance, dans le contexte, dans l'air du temps. Les théories sont à la mode, pardon, les théories de François Furet sur la révolution qui contient elle-même son propre dérapage, et le fait que la Révolution française contienne les atrocités du goulag. Ceci est maintenant convenu. J'ai parlé de Jaurès, et j'aurai l'occasion de revenir. C'est un phénomène à la mode. Mais c'est passionnant qu'il soit à la mode, parce que comme disait Jean Jaurès dans la lettre à la jeunesse, il disait « Ne venez pas à nous par mode, ce que la mode nous a donné, la mode nous le reprendra. » Donc la mode, par définition, c'est quelque chose qui va se démoder. Et nous en voyons, au niveau de l'étude de la Révolution française, quelques prémices. Il y a un certain nombre de jeunes et valeureux, je dis bien valeureux, historiens qui essayent et arrivent à renouveler les travaux, les recherches, les études, et l'étude de la Révolution française n'est pas morte et ne peut pas mourir. Pourquoi? Et c'est là que, après ce prologue, qu'il faut s'interroger sur l'essence de la Révolution française. On ne peut pas la charger de tous les maux, on ne peut pas la gratifier de tous les honneurs et de toutes les vertus. Le grand historien Georges Lefebvre, que j'ai mentionné précédemment, résumait ainsi, et je souscris totalement à cette caractérisation, la Révolution française a ceci de particulier qu'elle a posé le problème de l'égalité des droits. Et chaque mot de cette phrase vaut son lingot d'or. A posé le problème de l'égalité des droits. A posé, donc ne l'a pas résolu. Elle n'a fait que le poser. Le problème, ça veut dire que c'est à l'humanité tout entière, à vous, à nous, à l'humanité, de trouver la solution. De l'égalité des droits. Il ne s'agit pas de l'égalité absolue. Il s'agit du fait, pour reprendre la formule, et nous y reviendrons, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et nous verrons pourquoi cette phrase est le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et pourquoi elle a été ainsi rédigée. Donc la Révolution française pose seulement, dirais-je, la question de l'égalité des droits. Et dans le cours même de la Révolution, elle donne 3 pistes de réflexion. L'égalité des droits au sens strict du terme. Tout le monde possède les mêmes droits, chacun a les mêmes droits que le voisin. J'ai pris un exemple récemment pour montrer l'incongruité, je dirais, de la formule. J'ai le même droit qu'Usain Bolt de courir un 100 mètres. Le résultat à la fin sera celui que vous pouvez imaginer. Mais c'est l'égalité des droits. L'égalité des droits, pour prendre un exemple historico-théorique, c'est au sens libéral du terme, vous vous débrouillez. C'est le libéralisme, mais pas au sens bien évidemment du MEDEF actuel, au sens de l'époque,
que chacun puisse se débrouiller. C'est la liberté. D'un certain point de vue, pour reprendre la formule d'un précurseur du socialisme, c'est la liberté du renard dans le poulailler. Mais c'est l'égalité de droit. C'est une des premières hypothèses de la Révolution française. Quoi qu'on en pense, on ne peut pas l'éliminer d'un revers de main. Elle mérite d'être considérée, d'une part parce qu'elle a existé, à l'époque et encore maintenant, et ensuite parce qu'elle est une des hypothèses, une des réponses à l'interrogation, au problème évoqué par Georges Lefebvre. Le deuxième terme dans ces possibilités, c'est cette égalité des droits doit être conditionnée. Celui qui est allé le plus loin et le plus précis dans cette réflexion et dans cette action sur la limitation des droits, ou le conditionnement des droits, ou la condition des droits, c'est Robespierre, inspiré de Jean-Jacques Rousseau, comme vous le savez, quand il considère que l'égalité des droits, c'est la limitation de la propriété. Je dis bien la limitation de la propriété. La propriété existe, mais à des conditions telles qu'elle n'empiète pas, je dirais, sur la possibilité pour le voisin, pour le concitoyen, pour les autres citoyens, d'avoir des droits identiques. Ça a duré quelques années. Pour des raisons évidentes, c'était, je ne vais pas dire une impasse, c'était une voie étroite, indispensable au moment où le peuple, je dis bien le peuple, devait être uni contre les ennemis de l'extérieur et de l'intérieur, mais ça ne pouvait durer qu'à ce moment-là. Quand, en 1793, la Convention proclame le gouvernement révolutionnaire jusqu'à la paix, ça pose les limites. Ça veut dire qu'une fois que la paix arrive, le gouvernement n'est plus révolutionnaire. Le conventionnel Barère, dans les jours qui vont préparer la chute et l'exécution de Robespierre, disait « les victoires s'acharnent sur Robespierre ». Parce que plus les armées françaises chassent les troupes étrangères et éliminent les ennemis de l'intérieur, la nécessité de limiter la propriété explose. Les grands bourgeois, et ils commencent à exister, les commerçants, les grands commerçants, sont cadenassés par la politique robespierriste et cela doit exploser. Ça aboutit à l'exécution de Robespierre. La troisième hypothèse, sur l'égalité des droits, elle est fondée, et une fois de plus, je reprendrai une formule de Georges Lefebvre, par Babeuf et la conjuration des égaux, que Georges Lefebvre caractérisait comme étant une démocratie communiste. S'il y a égalité des droits, la meilleure solution, la seule solution pour que tout le monde soit dans l'égalité des droits, c'est que toute la République soit propriétaire de tout ce qui est dans la République. C'est une forme de nationalisation, ou d'expropriation, ou de collectivisation. À ce niveau, peu importe les termes, mais Babeuf, d'un certain point de vue, tire jusqu'à ses conclusions ultimes la question de l'égalité des droits, en disant pour que l'égalité des droits soit pleine et entière, il faut que la propriété soit abolie. C'est une des hypothèses du questionnement résumé par Georges Lefebvre. Il faut là aussi la considérer simplement en regardant ces choses. Alors, une fois que nous avons délimité, cherché à trouver l'essence de la Révolution française, il faut, je dirais, revenir à une question. Certains disent la Révolution française a commis des excès, a connu des excès. C'est incontestable. D'un certain point de vue, je vais être brutal, mais comme disait Charles de Gaulle, les choses brutales doivent être dites brutalement. D'un certain point de vue, c'est la Révolution elle-même qui est un excès. Quand il est impossible, et nous verrons peut-être pourquoi
il est impossible, il a été impossible à un peuple de trouver des voies normales de régler une oppression. Ce peuple, cette catégorie sociale, ne peut se débarrasser de ces contraintes que par une sorte de convulsion, une sorte de mouvement désordonné pour renverser l'ordre ancien. Si on n'a pas à l'idée le fait que la France en 1788 est dans une situation inextricable, on ne comprend pas la Révolution française, on ne peut pas la comprendre. Celui qui peut-être, dès cette époque-là, a compris cette situation inextricable, je crois qu'on peut dire sans ambiguïté qu'il s'agit du révolutionnaire Jean-Paul Marat. La France en 1788 est une monarchie absolue, ou plus exactement, devrait être une monarchie absolue. La monarchie absolue, tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains d'un seul homme, le roi, de droit divin. N'oublions jamais que ce n'est pas un roi élu, comme il a pu exister dans telle ou telle région à telle ou telle époque, c'est un roi de droit divin. Il est sacré, il est oint de l'huile sacrée, il est l'envoyé de Dieu sur et dans la monarchie. Ça explique les formules qui nous font rire maintenant, ou sourire maintenant, de François Ier, car tel est mon plaisir, ou de Louis XIV, l'État c'est moi. Louis XIV, qui a éliminé tout ce qui pouvait faire obstacle à la monarchie absolue, le poste de connétable des armées, le poste de surintendant des finances, etc., etc. Les ministres ne se réunissaient jamais ensemble, mais par groupes séparés. Il a concentré en lui-même, sur sa tête, dirais-je, tous les pouvoirs de la monarchie absolue. D'un certain point de vue, il a facilité le travail de la Révolution. Parce qu'en concentrant tout sur sa tête, il est quelque part logique que la tête d'un de ses successeurs tombe avec la monarchie absolue, puisque c'est la tête d'un homme qui symbolise, qui concentre, qui représente la monarchie absolue. Donc le règne personnel de Louis XIV commence en 1661, nous sommes en 1788. La monarchie continue à fonctionner comme en 1661. Or, depuis 1661, absolument tout a changé. Socialement, la bourgeoisie qui était embryonnaire est de plus en plus arrogante, ambitieuse. Elle est riche et elle n'a aucun droit. Elle accumule des richesses, j'allais dire, quelque part en vain. La noblesse qui était la garante du fonctionnement de la société ancienne et qui n'avait que des privilèges, très peu d'obligations, est submergée par la poussée de la bourgeoisie. Elle essaye, en vain, de rattraper son retard. Elle essaye de mettre en place, de remettre en place des lois qui faisaient qu'elle était au-dessus de la société. Mais elle ne fait, là aussi, qu'aggraver les choses. Je prendrai très rapidement 3 exemples. Dans les campagnes, la noblesse essaye de remettre en place les taxes féodales que les paysans avaient décidé, enfin pas décidé, s'étaient accoutumés à ne plus payer. Mais en faisant cela pour rattraper son retard, son écart avec la bourgeoisie, elle ne fait qu'attiser la colère des paysans d'une part,
et d'autre part à aboutir à un début, j'allais dire d'exode rural, n'exagérons rien, de déplacement des populations paysannes appauvries vers les grandes villes. Et ce sont, pour une part non négligeable, ces populations qu'on appelle des populations flottantes, qui à Paris, à Marseille notamment, vont jouer le rôle de fer de lance de la Révolution. C'est un des premiers exemples. Deuxième exemple, la noblesse, qui était liée intrinsèquement à l'armée, c'est l'armée, réussit à obtenir facilement, à obtenir du roi la décision que pour être officier, il fallait avoir les 4 quartiers de noblesse, c'est-à-dire les 4 grands-parents nobles. Sur le coup, sur le moment, c'est une victoire. À long terme, c'est une catastrophe. Parce que les jeunes sous-officiers issus de la bourgeoisie qui veulent gravir les échelons dans l'armée vont se trouver bloqués par cette situation et n'auront qu'une envie, c'est de renverser l'ordre ancien. Cela, pour une part non négligeable, va expliquer le fait que dans les journées de juillet 1789, l'armée va basculer du côté du peuple. C'est un des symptômes essentiels de toute révolution. Quand les forces de l'ordre, l'armée plus particulièrement, hésitent ou basculent du côté de la révolution. Troisième exemple, beaucoup plus individuel, le jeune Barnave, qui va être un des dirigeants de la Révolution dans ses premières années, devient révolutionnaire, ou plus exactement acquiert une haine inextinguible de la société d'ordre, de la société de la monarchie absolue, quand sa mère et lui, à Grenoble, sont exclus d'une loge de théâtre, parce que cette loge était réservée aux nobles. Ça fait partie des multiples exemples qui montrent que la société de 1661, la société de la monarchie absolue, ne correspond plus à la réalité de la fin du XVIIIe siècle. Les choses se sont modifiées également politiquement. N'est pas Louis XIV qui veut, n'est pas Napoléon Bonaparte qui veut. J'ai la gentillesse de ne faire aucune comparaison avec des hommes politiques plus ou moins récents, mais il faut une force d'âme, il faut un caractère trempé que Louis XIV possédait, que Louis XVI, pour ne prendre que cet exemple, je ne parle même pas de Louis XV, ne possédait pas. Quand j'enseignais, je rappelais toujours cet élément, ce raccourci, qui est saisissant. Louis XV, quand il entame son règne, est surnommé le bien-aimé. Quand il meurt, il est enterré nuitamment parce que les autorités ont peur d'une émeute populaire. En quelques années, la popularité, si j'ose dire, s'est effondrée. Louis XVI va parcourir le même chemin, en plus grave, si j'ose dire. Et la société du XVIIIe siècle, elle est aussi, la monarchie absolue, est aussi minée culturellement et moralement, par toutes sortes d'affaires, et par les publications des Lumières, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, et beaucoup l'encyclopédie, Diderot, beaucoup d'autres, qui ont tous, qu'ils le veuillent ou non, un seul objectif, plus exactement un seul résultat, convaincre le tiers-État, la bourgeoisie, mais pas seulement, convaincre, voire même une partie de la noblesse, que l'ordre ancien n'est pas légitime, qu'il n'est pas normal, que d'un certain point de vue, il n'est pas moral. Et quand je parle de morale, chacun comprendra bien que je vais en venir aux questions religieuses de l'époque. On est obligé d'être catholique. Les protestants sont persécutés. Autour des années 1750, des pasteurs protestants, si vous me permettez l'expression, vont être pendus à Toulouse. Vous connaissez tous l'affaire du chevalier de la Barre, qui est une provocation éhontée, qui n'a qu'une seule signification, montrer à ceux qui voudraient un espace de liberté que l'Église, tout comme la monarchie,
veulent à tout prix interdire cet espace de liberté. L'exemple est très simple. C'est une cocotte minute qui ne cesse de chauffer et qui est soigneusement vissée. Et là, c'est valable dans toutes les crises politiques. Quand il y a un background social, si vous me permettez l'expression, soit on dévisse légèrement le couvercle et la vapeur risque de vous brûler, soit on espère que la cocotte minute va tenir encore quelque temps, avec le risque de l'explosion. Ça, nous sommes dans cette situation en 1788. Et Louis XVI, justement, à cause de cette situation-là et de ses caractères personnels, commet une erreur monstrueuse. Il convoque les États généraux, c'est-à-dire les représentants des trois ordres, pour le conseiller sur les questions fiscales et économiques, parce que la monarchie est totalement endettée. Et endettée de manière gravissime. Or, les États généraux n'avaient plus été convoqués depuis 1614. Comment peut-on imaginer qu'un monarque absolu, qui par définition sait tout, peut tout, il est omnipotent, omniscient, demande qu'on lui, comment dirais-je, à quelqu'un d'autre, à une institution, les États généraux, un conseil. C'est contradictoire. Soit c'est la monarchie absolue et il n'y a pas besoin des États généraux, soit il y a les États généraux et ce n'est plus la monarchie absolue. Louis XVI, sans s'en rendre compte, a commencé le chemin de croix, si j'ose dire, qui va l'amener le 21 janvier 1793, lui, roi de France, envoyé de Dieu sur terre, sacré par l'Église, etc., donc le 21 janvier 1793, à être guillotiné. Donc nous sommes dans la monarchie absolue. La monarchie absolue ne fonctionne que par l'inégalité. Cette inégalité, elle est théorisée, elle est expliquée, elle est revendiquée. C'est impensable. Enfin, pour les partisans de la monarchie absolue, toute autre solution est impensable. Je vous fais grâce des journées pré-révolutionnaires de l'été, du printemps et de l'été 1789, et j'en reviens à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Si on ne comprend pas la monarchie absolue comme système basé sur l'inégalité absolue, on ne comprend pas la phrase première de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Nous sommes tous à égalité en droit. En une phrase et en une seule phrase, le système de la monarchie absolue a explosé. Bien évidemment, on pourrait prendre, je ne le ferai pas, cela mériterait une séance entière, consacrée à cette question, je ne reprendrai pas l'intégralité de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je m'arrêterai simplement, à titre de mention, mais pas uniquement, sur deux articles. Un qui explique, qui formule « Nul ne peut être inquiété, même pour ses opinions religieuses ». Sans le dire, la Révolution française, sans utiliser l'expression, la Révolution française pose la question de la liberté de conscience. Si personne ne peut être inquiété, même pour ses opinions religieuses, ça veut dire que toutes les opinions religieuses sont valables, sont acceptables, peuvent être considérées, peuvent être prises en compte. Là aussi, le clergé, la monarchie sacrée, la monarchie de droit divin, explose avec cette phrase-là. Il n'y a plus une opinion religieuse qui est assimilée à l'État, qui est assimilée au monarque, mais les opinions religieuses sont valables. Autre article qu'il faut mentionner, et je reviendrai sur les questions religieuses, autre article qu'il faut mentionner, c'est l'article qui parle de l'honorable charge
de payer des impôts. Je dis bien l'honorable charge. Pourquoi? Nous étions, dans la monarchie absolue, dans une situation où le clergé et la noblesse, ordre privilégié, ne payaient pas d'impôts, qui reposaient tous sur le tiers-État. La révolution qui commence décide que cette question ne peut pas être traitée ainsi. Tout le monde doit payer des impôts, et c'est une preuve de l'égalité des droits. C'est une formulation de l'égalité des droits. Si nous sommes tous libres et égaux en droit, nous payons tous des impôts. De manière proportionnelle, cela va sans dire. J'expliquais à mes élèves que j'ai toujours été personnellement choqué par les exemptions fiscales, de quelque nature qu'elles fussent. Je considère que même le plus pauvre des plus pauvres doit payer des impôts. Le plus riche des plus riches, ça ne se discute même pas. Mais le plus pauvre des plus pauvres, même s'il paye 1 euro, doit pouvoir passer devant tous les bâtiments de la République et doit pouvoir dire « cela m'appartient ». Cette réparation des vitres ou de je ne sais trop quoi, j'y ai contribué. Si j'avais été plus riche, j'aurais donné plus, mais cela m'appartient. Quand on crée des catégories exemptées de l'impôt, on exclut de la République les plus pauvres, et on met en place ce que Robespierre appelait l'aristocratie la plus indigne, l'aristocratie des riches. Et de la même manière, à l'autre échelle, à l'autre bout de la société, les exemptions fiscales de toute nature. J'ai lu, comme vous, il y a quelques jours, que 1% de la population de cette planète possédait autant de richesses que les 99 autres pourcents de la population. Et ce sont des gens qui, eux, bénéficient de toutes sortes d'exemptions de toute nature, notamment fiscales. Je reviens à la question religieuse, parce que souvent nous entendons, surtout actuellement, une incongruité historique. On entend dire « la France a des racines chrétiennes ». C'est totalement faux. C'est faux d'un point de vue historique, parce que le premier roi qui va s'appeler roi de France date du XIe siècle, d'une part, et ce ne sont pas des racines chrétiennes, ce sont des racines catholiques. Et ce sont des racines catholiques non pas choisies, mais imposées, dans des conditions que j'ai évoquées tout à l'heure. Et ça permet de justifier le massacre des Cathares, les croisades, le Code noir de Colbert, la révocation de l'édit de Nantes, les ghettos pour les juifs, les massacres des protestants, le massacre de la Saint-Barthélemy, le massacre à Nîmes et à Montauban en 1790, etc. Non. Non, la France n'a pas de racines chrétiennes. D'un certain point de vue, on peut même aller plus loin. Est-ce qu'on peut dire d'un pays, quel qu'il soit, qu'il ait des racines? C'est une discussion qui mérite largement d'être évoquée. J'ai lu il y a quelques jours une phrase, j'en ai oublié l'auteur et au fond peu importe, qui dit « Nous sommes un peuple de métis ». Il faut savoir que dans l'histoire française, depuis toujours, ça a toujours été une terre d'immigration. Et que dans l'histoire contemporaine, les 3 pays les plus représentatifs en termes d'immigration sont le Canada, les États-Unis, la France. La France des années 30 a connu à plusieurs reprises plus d'immigration. Je parle en nombre, je ne parle pas en pourcentage. Plus d'immigration que les États-Unis. Donc la France n'est pas, comment dirais-je, un pays qui a des racines, ou alors il a des racines, comment dirais-je, comme un arbre tentaculaire, pourrait-on dire. Donc nous sommes dans les débuts de la Révolution française qui essayent d'éradiquer la monarchie absolue. Et les choses sont, d'un certain point de vue, dramatiquement évidentes. Comme il s'agit de combattre une monarchie absolue, on ne peut la combattre que de manière absolue. Toutes les tentatives
des uns et des autres. Et c'est terrible de voir comment le révolutionnaire de 1789 va devenir modéré en 1790, le révolutionnaire de 1790 va devenir modéré en 1791, etc., etc. Et que la révolution, parce qu'elle doit aller au cœur du problème, qui est l'éradication de la monarchie absolue, élimine, sans même le vouloir, tous ceux qui deviennent des obstacles au cours de la révolution, des obstacles à ce fleuve. Et il faut à ce moment de la réflexion se poser la question, une révolution c'est quoi? Je ne reviendrai pas sur la vieille et connue définition de Péguy sur la révolution. Une révolution, c'est quelque chose qui éverse et renverse tout ce qui existait auparavant. Ce que fera la Révolution française. Je vais prendre un exemple qui est une anecdote et pas vraiment une anecdote. Quand nombre de révolutionnaires vont décider de changer de nom ou de prénom, c'est parce qu'ils veulent tout renverser. Et pour paraphraser Alfred Jarry, nous n'aurons pas tout détruit si nous ne détruisons même les ruines. Le fait d'avoir un prénom imposé par un baptême, pour un certain nombre de révolutionnaires, est quelque chose d'insupportable. Ils changent le monde entier, excusez-moi, et ils seraient contraints de garder cet héritage de leur passé personnel. C'est impossible. Pour certains, pas pour tous. Mais ça, c'est un choix personnel, ce qui est aussi un des acquis de la Révolution. Donc une révolution, c'est quoi? C'est quand l'ordre ancien est renversé par le peuple. C'est aussi simple que cela. Je me permets, je l'ai dit dans une conférence dans un autre endroit, d'attirer l'attention sur quelque chose. Actuellement, on a l'impression que le mot révolution fait peur, notamment dans les masses médias, mais quand on connaît l'indépendance des masses médias, c'est pas très grave. Fait peur. Le mot fait peur parce que la chose fait peur. Et on essaye de l'atténuer. On parle à Hong Kong de la révolution des parapluies, en Tunisie de la révolution du jasmin, etc., etc. Pourquoi ne pas dire la révolution tunisienne, la révolution de tel pays, purement et simplement? La révolution, c'est quand le peuple prend le pouvoir. Je dis bien le peuple. Et là, par la bande, surgit une discussion qui a un côté scolastique incontestable, sur la Révolution française est-elle une révolution bourgeoise? Dans sa finalité, oui, puisque c'est la bourgeoisie qui en a été la grande bénéficiaire, c'est incontestable. Dans son action, dans ses principes, dans ses mots d'ordre, dans son fonctionnement, certainement pas. Il faut tordre ici le cou à un canard. Il n'existe pas de révolution démocratique bourgeoise. C'est un oxymore. La bourgeoisie n'est pas révolutionnaire. La bourgeoisie, y compris dans la révolution la plus emblématique, qui est la Révolution française, les sommets de la bourgeoisie ont toujours cherché un accord avec la monarchie. C'était valable également dans le cadre de la monarchie anglaise, qui la première avait décapité un roi. Ils ont cherché à trouver un équilibre pour que la bourgeoisie puisse se développer sans remettre en cause le cadre fondamental de la monarchie. Le roi ou la reine règne, mais ne gouverne pas. C'est d'un certain point de vue ce qui s'est passé avec la Révolution et l'indépendance des États-Unis, où le peuple américain a été contraint à l'insurrection. Ce n'est pas la volonté, comment dirais-je, délibérée des révolutionnaires américains. Ils sont devenus révolutionnaires, mais ce n'était pas un plan, je dirais, préétabli. Donc, pour reprendre brièvement cette discussion, on peut parler de révolutionnaires bourgeois, il y en a eu, c'est incontestable. Parler de bourgeois révolutionnaires, c'est beaucoup plus discutable. Ce n'est pas un jeu de mots que cette invention dans les termes, parce que si on dit bourgeois révolutionnaire, c'est faire comme si la bourgeoisie
avait été une classe révolutionnaire revendiquant sa volonté d'en découdre avec les forces qui l'oppressaient et qui la limitaient. De ce point de vue, et je crois qu'on va s'approcher de cette présentation, comme il faut aller dans l'éradication de la monarchie absolue, on ne peut le faire qu'avec le peuple. C'est le peuple qui est la force armée, la main-d'œuvre, va-t-on dire, les exécutants. Mais encore faut-il les écouter, les diriger, les conseiller, leur donner des objectifs. Et bien évidemment, il faut pour cela être particulièrement attentif à leurs besoins. Robespierre, pour le citer une fois de plus, quand on lui disait vous êtes le défenseur du peuple, il répondait je ne suis pas le défenseur du peuple. Il ajoutait je suis du peuple, je suis avec le peuple. Formulation remarquable, parce que Robespierre, qui était probablement le plus grand démocrate de son époque, et peut-être même le plus grand démocrate en France, est celui qui avait instauré, quand il était élu aux États généraux, ce qu'il appelait la lettre aux commettants, la lettre à ses commettants. Les commettants, c'est ceux qui l'ont élu. Donc régulièrement, il expliquait ce qu'il avait fait aux États généraux, puis à l'Assemblée constituante. C'est lui qui a inventé ce que nous appelons dans notre jargon de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, le compte-rendu de mandat. Il rend élu, il rend compte de ce qu'il faisait. Et Robespierre, très très vite, y compris à cause de ses origines personnelles, mesure que s'il n'y a pas l'appui du peuple, la révolution va à sa perte et que d'une manière ou d'une autre, la monarchie absolue reviendra. Il le dit en 1791, quand il dit est-ce que nous allons reprendre nos fers ou nos chaînes. Nos fers, c'est pour se libérer, nos chaînes, c'est l'inverse. Il dit les choses ne sont pas terminées. Et ça va être tout le cursus révolutionnaire de Robespierre, dont il faut rappeler que dans les années 1780, alors qu'il était un avocat à peine connu à Arras, Babeuf écrit de lui, ils ne se connaissent pas, ce Robespierre n'est et ne sera jamais que l'avocat des pauvres. Dans la plume de Babeuf, c'est un compliment. Et c'est un compliment. Ce qui caractérise Robespierre, c'est l'amour du peuple travailleur, parce qu'il en est. Je l'ai écrit quelque part, les fastes de la cour, puis des dantonistes, le dégoûtent, mais au sens littéral du terme. Il ne peut pas les concevoir. Il n'a d'intérêt, d'affection, de considération qu'envers le peuple travailleur. C'est cette philosophie qui va, cette philosophie de Robespierre, liée bien évidemment à tout le contexte social, qui va amener la Révolution à aller très loin dans les questions sociales. Très loin, par exemple, en instaurant le maximum. Le maximum n'est pas une mesure préconçue. À partir du moment où les sans-culottes sont aux frontières pour combattre l'envahisseur, ou dans les départements pour combattre les royalistes, il faut bien que les familles des sans-culottes soient nourries. Pour que les familles des sans-culottes soient nourries, il faut que les produits de première nécessité soient vendus à un prix maximum. C'est une garantie, si j'ose dire, qui est donnée par Robespierre aux sans-culottes en général. Mais est-ce que ça veut dire pour autant, j'ai pris l'exemple du maximum, on pourra en prendre beaucoup d'autres, est-ce que cela veut dire pour autant que Robespierre est un socialiste? C'était l'opinion du grand historien Albert Mathiez, qui ne repose sur rien,
indépendamment de l'immense admiration que Mathieu professait envers Robespierre. Il n'a fait que poser les problèmes de la question sociale. Et pour reprendre l'expression de mon ancien directeur de thèse et ami Michel Vauvel, une expression que j'affectionne particulièrement, il ne faut pas tirer sur les brins d'herbe pour les faire pousser. Si on cherche à trouver dans Robespierre des formulations socialistes, on n'y arrivera pas. Mais d'un certain point de vue, il a fait pire. Pire au sens positif du terme, il a fait mieux que cela. Parce qu'il a défini la propriété. À partir du moment où il définit la propriété, il la caractérise donc comme étant une œuvre humaine, mais si c'est une œuvre humaine, elle peut être faite et elle peut être défaite. Et c'est ça, en posant ce problème dans ces termes-là, que Robespierre est d'un certain point de vue plus révolutionnaire que des révolutionnaires en parole, de la même manière que sur la question religieuse, que l'on reproche beaucoup de choses à tort à Robespierre, quand l'opportuniste Joseph Fouché fait écrire à l'entrée des cimetières « La mort est un silence éternel », Robespierre lui répond « Non, la mort, c'est le début de l'immortalité ». Et d'un certain point de vue, Robespierre est beaucoup plus matérialiste que Fouché, parce que c'est la mort qui donne l'immortalité. À partir du moment où vous êtes mort, vous rentrez dans l'immortalité, puisque vous ne pouvez plus remourir, si j'ose dire. Donc, ces choses-là, comment dirais-je, sont définies dans la pratique par Robespierre, et c'est lui qui va donner tout son sens à la formule, au contenu de la formule la République. Qu'est-ce que la République ? À un moment, il évacue ce problème parce qu'il ne veut pas se laisser prendre au piège des mots. Il dit aux Girondins, certains Girondins, qui ne cessent de trépigner République, 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 il dit « Est-ce que c'est par le simple mot de République que vous aurez résolu le grand problème social ?» Parce que si c'est une République qui n'a, comment dirais-je, il y a un grand mot République, et les inégalités, etc., et l'aristocratie des riches, la plus abominable de toutes, continue à fonctionner, que ce soit une république ou une monarchie modérée, les choses n'avancent pas beaucoup. Mais quand la République est proclamée, quand la République se réalise, parce qu'en 1792, la République n'est pas proclamée. Il n'y a pas une seule loi, un seul texte qui dit proclamation de la République. Elle est dans les faits. Il vaut mieux être dans les faits que dans les paroles. Il essaye et il va donner tout son sens à l'étymologie du mot République. La République, c'est res publica, la chose de tout le monde, la chose qui appartient à tout le monde, la chose où tout le monde doit pouvoir se trouver à égalité. Et de ce point de vue, ce n'est pas un hasard si, comment dirais-je, la devise de la garde nationale était liberté et égalité. Parce qu'on ne peut pas être libre dans une situation d'inégalité et on ne peut pas être égal dans une situation de servitude. On ne peut être libre que si on est égal, on ne peut être égal que si on est libre. Et c'est Robespierre qui propose et qui aboutit à rajouter ce terme que vous connaissez qui va, comment dirais-je, dominer, ce triptyque va dominer l'histoire de notre pays depuis la Révolution, le mot fraternité, parce qu'on ne peut être fraternel que si on est libre et égal. La liberté ne peut pas se concevoir sans l'égalité, qui elle-même ne peut pas se concevoir sans la fraternité, et on peut inverser l'ordre des termes, les trois termes sont indissociables, et ils sont, comment dirais-je, liés personnellement à l'activité de Robespierre. J'ai parlé au début de mon introduction du révisionnisme ambiant. J'ai eu la chance, je dis bien la chance, de connaître François Furet, ce qui me permet d'en dire ce que j'en pense d'autant plus tranquillement. En 1965, lui et son beau-frère de l'époque, Denis Richet, avaient rédigé un manuel,
une histoire de la Révolution française, dans lequel ils expliquaient que 1790 était l'année heureuse, et que en fait tout avait été réglé en 1790-1791, et que quelque part il ne comprenait pas ce qu'il va appeler plus tard le dérapage de la Révolution. Mais si tous les problèmes sont réglés en 1790-1791, je prendrai deux exemples qui sont criants de vérité. En 1790-1791, l'esclavage était maintenu. La France a au moins, en regardant l'histoire universelle, cet immense honneur, c'est d'avoir été le premier pays à abolir l'esclavage, sur l'initiative de Robespierre. De la même manière, si on dit qu'en 1790-1792, 91, pardon, tout est réglé, la question du suffrage universel ne se pose pas, puisque le suffrage universel ne va être mis en place qu'en 1792, avant de redisparaître, etc. Ça revient d'ailleurs à ce qu'on expliquait sur le fait que la bourgeoisie n'est pas une classe révolutionnaire, parce qu'elle était prête, en 1790, à trouver tous les accommodements possibles avec la monarchie, à limiter la monarchie, mais à garder l'esclavagisme et l'esclavage qui permettait par le biais du commerce triangulaire de faire des fortunes immenses, et de limiter le droit de vote à ce que Boissy d'Anglas appelait les plus instruits, qui sont obligatoirement les propriétaires. Donc tout ceci revient à notre point de départ. L'essence de la Révolution française, elle a posé l'égalité des droits. J'ai essayé, à travers cette brève introduction, de donner quelques pistes de réflexion. Je me permettrai de terminer sur une phrase de cet homme admirable, et je n'admire personne, qui était Jean Jaurès, auteur entre autres de l'histoire socialiste de la Révolution française, qui, dans la discussion de la loi de 1905, intervient, il va intervenir très régulièrement, il intervient et dit lui-même « Je ne veux pas être traité d'outrecuidant, mais si on doit résumer l'histoire de France, elle tient en une phrase. La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire. » À l'opposé de cette formule incongrue qui est la France a des racines chrétiennes, on peut dire avec Jean Jaurès, la France n'est pas schismatique, la France est révolutionnaire. Oui, la France est révolutionnaire, et c'est sur cette citation du grand Jean Jaurès que j'arrêterai ma présentation. Je vous remercie infiniment.